L'horreur éclate sous vos yeux. Une femme noire, Amélie Dubois, héroïne de guerre, traverse la route sur sa Harley rutilante. Une survivante, une combattante. Mais un policier cruel, Pierre Lefebvre, la stoppe brutalement. « Où as-tu volé cette moto sale voleuse ?» hurle-t-il, la main sur son arme. Ce n'est pas une question, c'est une insulte, une attaque raciste, une injustice qui vous fera trembler de rage. Plongez dans cette histoire, ressentez l'indignation et criez votre révolte. Likez cette histoire et commentez « Justice pour Amélie » pour montrer que vous refusez l'injustice. Le soleil darde ses rayons impitoyables sur l'asphalte. La Harley d'Amélie Dubois rugit, son moteur pulse comme un cœur indomptable. Ancienne sergente des marines, elle tient le guidon avec une assurance forgée dans le feu des combats. Son casque noir capte la lumière, lançant des éclats farouches. Son uniforme militaire, usé, mais porté avec fierté, arbore une étoile américaine, cousue sur l'épaule droite. Une médaille d'honneur, souvenir de Fallujah, pend à son cou, tintant légèrement à chaque vibration de la route. Une photo de sa famille, sa mère, son frère morts au combat, est accrochée à la sacoche de la moto. Chaque kilomètre parcouru est une victoire sur les cicatrices du passé. Chaque tour, de roue, un défi lancé aux ombres de la guerre. Un gyrophare clignote soudain dans son rétroviseur. Une voiture de police. Amélie ralentit, le cœur battant. Elle n'a rien fait. Rien. Elle vérifie sa vitesse, ses papiers sont en règle. Pourtant, un frisson la traverse. La voiture se rapproche, agressive. Les pneus crissent. La portière claque violemment. Pierre Lefebvre, policier au visage rougeau, descend. Ses yeux petits et méchants la transperçant. Sa main frôle son holster, prête à dégainer. « Éteins ce moteur tout de suite » aboie-t-il. Sa voix est un venin pur. Amélie obéit. Le moteur s'éteint. Le silence s'abat lourd, oppressant, comme une menace suspendue dans l'air brûlant. « Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait sur une moto pareille ?» ricane Pierre. Les mots suintent le mépris. « Une femme comme toi. Pas seulement une femme noire. » Amélie retire ses gants avec lenteur. Ses mains tremblent légèrement, non de peur, mais d'une rage qu'elle contient à grand-peine. « Officier, y a-t-il un problème ?» demande-t-elle. Sa voix est ferme, posée, presque trop calme face à l'hostilité. Pierre s'avance à grandes enjambées. Son regard glisse sur l'uniforme d'Amélie, s'attarde sur l'étoile cousue sur la médaille. Il ricane plus fort. « Volé, hein, t'as pris ça dans une base militaire à vous. » Il dégaine son tasé, le brandissant comme une arme de guerre. Le geste est inutile. Amélie est seule. Sans arme, sans menace. Juste une femme sur sa moto. Elle descend de la Harley, ses bottes crissant sur le gravier. Elle ôte son casque avec une lenteur délibérée. Son visage apparaît marqué par les combats. Une cicatrice profonde barre son cou, vestige d'une explosion qui a failli la tuer. Ses yeux durs comme l'acier ne quittent pas Pierre. « Je suis sergente retraitée des marines, matricule 472. Cette moto est à moi. » Sa voix est un roc inébranlable. Pierre l'interrompt brutalement. « Tais-toi, mains en l'air. » Il s'approche trop près. Son haleine empeste le tabac rance et la sueur aigre. Il la pousse violemment contre la moto. Le métal chaud brûle son bras. Amélie serre les dents, retenant un cri de douleur. « Vous faites une erreur », murmure-t-elle, les mots grondant comme un orage lointain. Pierre éclate d'un rire gras. « Une erreur ? Non, ma belle, c'est toi qui vas regretter d'être née. » Un klaxon déchire l'air. Une seconde voiture de police s'arrête dans un crissement de pneus. Jacques, un jeune officier au sourire cruel, en descend. « Besoin d'aide, Pierre », lance-t-il moqueur. Les deux hommes échangent un regard complice, un rictus sadique sur les lèvres. Amélie comprend. Ce n'est pas une arrestation. C'est une mise à mort symbolique. Une humiliation orchestrée. Pierre attrape la médaille d'Amélie. Il tire d'un coup sec. Le ruban se déchire. La médaille, symbole de son sacrifice, tombe dans la poussière. Jacques ricane. « Une médaille, t'as acheté ça au marché, hein ?» Il donne un coup de pied dedans. La médaille roule sous la moto souillée. Amélie ferme les yeux. Une seconde. Juste une seconde. Pour ne pas hurler. Pierre s'accroupit près de la Harley. « Ça vaut cher, ce joujou. Plus que tout ce que t'as gagné dans ta vie misérable. À qui tu l'as volé, un vrai vétéran peut être un blanc. » Il frappe le réservoir de sa botte. Le métal résonne comme un cri de douleur. Amélie ne répond pas.
Ses poings se serrent, ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Jacques lui fouille la sacoche de la moto. Il en sort la photo de famille. Amélie, sa mère, son frère, tout souriant. Un instant de bonheur figé. Jacques la brandit. Regarde Pierre, ses complices. Il déchire la photo en 2 puis en 4. Les morceaux tombent au sol, piétinés par ses bottes. Amélie retient un cri. Son cœur se brise. Chaque morceau de papier est une blessure ouverte. À genoux, ordonne Pierre. Sa voix claque comme un fouet. Amélie ne bouge pas. Pourquoi demande-t-elle, ses yeux brûlants de défi. Pierre sort sa matraque, la faisant tournoyer. Parce que je l'ordonne. Parce qu'une femme comme toi n'a pas le droit de me regarder dans les yeux. Il frappe la Harley. Le garde-boue se tord. Un éclat de peinture s'envole. Jacques rigole. Vas-y Pierre, montre-lui sa place. Une foule commence à se former. Des passants, des curieux. Certains filment avec leur téléphone, riant, murmurant. Personne n'intervient. Une femme dans la foule crie « Laissez-la tranquille ». Jacques se retourne furieux. « Ferme-la ou t'es la prochaine ». La femme recule terrifiée. La peur gagne. Pierre attrape les poignets d'Amélie. Il les tord sauvagement. Les menottes mordent sa peau, laissant des marques rouges. Elle grimace. Une vieille blessure à l'épaule se réveille lancinante. La douleur est une flamme vive. Pierre la pousse au sol. Ses genoux heurtent le gravier. Les pierres s'enfoncent dans son pantalon, déchirant le tissu. Du sang, perle coule le long de ses tibias. « Reste là comme une bonne fille », ricane-t-il. Jacques s'approche. Il arrache l'étoile américaine cousue sur l'uniforme. « Ça, c'est pas pour toi », dit-il, la jetant dans la boue. La foule murmure plus fort. Une voix masculine lance « C'est dégueulasse ». Pierre hurle « Silence, ou je vous embarque tous ». Jacques fouille les poches d'Amélie. Il trouve une bague. Simple en argent gravée d'un prénom, Julien. Le nom de son frère mort en sauvant son peloton. Jacques la brandit. « Joli butin », dit-il, un sourire narquois aux lèvres. Il la glisse dans sa poche comme un trophée. Amélie tremble. Pas de froid, de rage pure. Ses yeux suivent la bague, son dernier lien avec Julien. Pierre lui s'accroupit face à elle. Son sourire est un poison. « Tu crois que t'es quelqu'un parce que t'as porté cet uniforme ?» Il crache sur l'étoile à terre. Le crachat coule souillant le symbole. « T'es rien, rien qu'une voleuse, une menteuse. » Il se relève. Il donne un coup de pied à la Harley. La moto bascule avec un fracas métallique. Le réservoir se raye profondément. Le rétroviseur se brise, pend par un fil. Un hurlement silencieux déchire Amélie. Cette moto, c'est son âme. Son refuge. Chaque rayure est une blessure au cœur. Jacques ramasse un bout de la photo déchirée. Il le froisse, le jette sur Amélie. Le papier touche sa joue comme une gifle. Une larme, une seule coule. Elle l'essuie vite d'un revers de main. Personne ne doit voir. « Dis-le », ordonne Pierre. « Dis que t'as volé cette moto. » Amélie lève les yeux. Son regard est une flamme incandescente. « Jamais », murmure-t-elle. Pierre devient fou. Il lève sa matraque. La foule retient son souffle. Une fillette cachée derrière sa mère crie « Pourquoi vous lui faites mal ?» Pierre se retourne hors de lui. « Dégage, gamine !» La mère tire sa fille en arrière tremblante. La foule recule. La peur domine. Une vieille femme, Marie, s'avance. Ses cheveux gris tremblent sous le vent. Ses yeux brillent de colère. « J'étais infirmière militaire », dit-elle, la voix chevrotante mais ferme. « Cette femme est une héroïne. Laissez-la. » Pierre la repousse brutalement. Marie titube, tombe sur le gravier. Son poignet craque. Un cri s'élève dans la foule. « Salaud !» Pierre hurle. « Vous voulez tous finir en tôle !» Jacques lui ramasse la médaille souillée. Il la balance comme une pièce de monnaie. Pile, on te casse la gueule. Face, on te casse juste la moto. Il la lance. Elle retombe face. Jacques soupire faussement déçu. Dommage. Il donne un nouveau coup de pied dans le réservoir. Une rayure de plus. Amélie ferme les yeux. Des flashs envahissent son esprit. Le désert, les explosions, ses camarades tombant, elle rampant sous les tirs, sauvant des vies. Et maintenant ça, cette humiliation, cette haine, ce mépris. Pierre s'approche encore. Son souffle est lourd, fétide. « T'as de la chance que je sois de bonne humeur, dit-il. Sinon t'aurais déjà un trou dans la tête. »
Il tapote son revolver, un sourire sadique aux lèvres. La menace est claire, glaçante. Amélie ne baisse pas les yeux. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » dit-elle. Sa voix est un grondement sourd, comme un volcan prêt à entrer en éruption. Pierre éclate de rire. « Oh, si je sais. Je mets une arrogante à sa place. » Il attrape l'uniforme d'Amélie. Il tire violemment. Le tissu craque. Une couture cède, exposant son épaule marquée de cicatrices. La foule murmure choquée. Une voix dans le fond lance « Arrêtez, c'est inhumain !» Pierre hurle « Taisez-vous, ou je vous brise tous !» Jacques s'amuse. Il ramasse un caillou. Il le lance sur Amélie. La pierre touche son front. Une goutte de sang coule, traçant une ligne rouge sur sa joue. La foule murmure plus fort. Certains filment toujours riant, partageant la vidéo en direct. Personne n'ose intervenir. Pierre s'accroupit à nouveau. « Regarde-moi » ordonne-t-il. Amélie obéit. Leurs regards s'affrontent. « T'es à terre » dit-il. « Et t'y resteras. » Il crache sur l'uniforme. Le crachat coule souillant ce qu'il reste de l'étoile déchirée. La foule est silencieuse, morte. Marie à terre murmure « Courage ma fille !» Amélie l'entend. Une flamme s'allume en elle, mais elle ne bouge pas. Pas encore. Pierre remarque son regard. Cette lueur de défi. Ça l'enrage. T'as pas compris, hein? Il lève sa matraque. Cette fois, il vise son visage. La foule crie. 1 seconde. 2. La matraque s'abaisse. Elle frappe le garde-boue de la Harley. Le métal gémit un son aigu qui déchire l'air. Amélie ne bronche pas. Pas un son. Pas un geste. Jacques ricane. Têtue la vieille. Il lance un autre caillou. Il touche son épaule. La douleur explose, mais Amélie reste droite. Ses genoux saignent. Ses poignets brûlent. Son front saigne. Mais ses yeux, eux, sont invincibles. Pierre hurle. Dis-le, dis que t'es une voleuse. Sa voix déchire l'air hystérique. Amélie ne répond pas. Ses lèvres sont scellées. Ses yeux brûlent. Pierre perd tout contrôle. Il lève la matraque à nouveau. La foule retient son souffle. Une voix s'élève faible mais claire. La fillette toujours là. Laissez-la, s'il vous plaît. Pierre hurle. Ferme-la. La mère de la fillette pleure impuissante. Marie à terre tente de se relever. Jacques la repousse d'un coup de pied. Reste à ta place, vieille. La foule murmure, mais personne ne bouge. La peur paralyse. Soudain un grondement. Lourd, profond. Pas une voiture, pas un camion. Quelque chose de plus gros, de plus menaçant. Le sol tremble légèrement. Pierre se fige la matraque en l'air. Jacques nerveux regarde autour de lui. La poussière s'élève à l'horizon comme un voile ocre. Des moteurs. Plusieurs. Militaires. Le bruit s'amplifie comme un roulement de tambour annonçant une tempête. Amélie, toujours à genoux, lève les yeux. Une lueur traverse son regard. Une lueur d'espoir. Pierre lui pâlit. « C'est quoi ce bordel ?» murmure-t-il, la voix tremblante. Jacques recule cherchant une issue. Il n'y en a pas. La foule s'agite. Les téléphones filment toujours. Le grondement approche. Plus fort. Plus proche. Un Humvee émerge du nuage de poussière massif imposant. Puis un autre. Et encore un autre. 6 en tout. Ils avancent en formation serrée, disciplinée comme une armée en marche vers la bataille. Pierre lâche sa matraque. Elle tombe dans la boue avec un bruit mou. Jacques, paniqué, murmure « On est foutu !» La foule retient son souffle. Les Humvees s'arrêtent. Le silence revient pesant, mortel. Une portière s'ouvre. Un homme descend. Grand. Imposant. Son uniforme est impeccable, ses insignes brillent sous le soleil. Ses bottes claquent sur l'asphalte, chaque pas résonnant comme un verdict. Son regard est une lame tranchant l'air. Il s'avance droit vers Pierre. Amélie, toujours à genoux, redresse le menton. Elle sait. Ils sont là. Ses frères d'armes. Sa famille. La justice arrive. Le grondement des Humvees s'éteint brutalement. Un silence oppressant, s'abat chargé d'une tension électrique prête à exploser. Pierre Lefebvre, la matraque gisant dans la boue, recule d'un pas chancelant. Ses yeux petits et paniqués sautent d'un véhicule militaire à l'autre, cherchant une échappatoire. Jacques, son complice, tremble comme une feuille, la bague volée d'Amélie toujours nichée dans sa poche brûlante comme un aveu de culpabilité. La foule figée retient son souffle.
Les téléphones brandis capturent chaque seconde de ce moment où l'injustice vacille sous le poids de la vérité. Amélie Dubois, à genoux le sang, goûtant de son front, redresse lentement la tête. Ses yeux deux braises incandescentes perçant l'horizon. Elle sait. Ses camarades sont là, la justice arrive, et elle sera impitoyable. Pierre et Jacques, eux, ignorent encore l'ampleur du gouffre qui s'ouvre sous leurs pieds. Mais ils le sentiront bientôt. Et vous, spectateurs, vous ressentirez cette rage bouillonnante, cette indignation qui vous serre la gorge, laissez votre colère exploser. Criez pour Amélie, pour la justice, likez. Cette histoire est commentée, justice pour Amélie, pour montrer que l'injustice ne passera pas. Les portières des Humvee claquent une à une un rythme martial qui fait vibrer le sol. Des soldats descendent leurs bottes écrasant le gravier avec une précision froide. Leurs uniformes impeccables contrastent avec la boue qui souille l'étoile déchirée d'Amélie jetée à terre comme un vulgaire déchet. À leur tête, le capitaine Marc Renaud. Grand large d'épaules, son visage est une sculpture de pierre taillée par des années de combat. Ses yeux froids, comme l'acier d'une lame transperçant, Pierre sans un mot. Chaque pas qu'il fait résonne comme un verdict inéluctable. La foule murmure un mélange de peur et d'excitation. Certains reculent impressionnés par l'aura militaire. D'autres filment frénétiquement leur téléphone, captant la scène pour la diffuser au monde entier. Pierre tente de reprendre contenance. « C'est quoi ce cirque ?» bafouille-t-il, sa voix tremblante, trahissant une peur viscérale. Jacques derrière lui bredouille pathétique. « On faisait juste notre travail. » Un mensonge si faible qu'il s'effondre sous les rires moqueurs de la foule. Marc s'arrête à 2 mètres de Pierre. Il ne crie pas. Il n'en a pas besoin. Sa présence est une tempête contenue prête à tout balayer. « Nom et matricule », ordonne-t-il, sa voix tranchante comme un couperet. Pierre déglutit la sueur perlant sur son front. « Officier Pierre Lefebvre, matricule 2874 », marmonne-t-il. Son sourire crispé s'effondre sous le regard implacable de Marc. « Et toi ?» Marc tourne la tête vers Jacques, qui semble rapetisser sous son regard. « Jacques Morel, matricule 4192. » balbutie-t-il, la voix à peine audible. Marc hoche la tête lentement comme s'il gravait leur nom dans une liste de condamnés. « Vous avez arrêté une sergente retraitée des marines, » dit-il, chaque mot pesant comme une sentence. « Une héroïne décorée, 3 missions en Irak, 1 en Afghanistan, médaille d'honneur présidentielle. Et vous l'avez mise à genoux, dans la boue. » La foule explose en murmures indignés. Une femme dans le fond crie « Honte à vous !» Sa voix porte aiguë pleine de colère. Pierre nerveux tente de se défendre. Elle était suspecte. Cette moto, c'est impossible qu'elle soit à elle. Sa voix est un couinement désespéré, un cri d'enfant pris en faute. Jacques hoche la tête frénétique, cherchant à s'accrocher à la défense fragile de son acolyte. Ouais, elle s'est pas identifiée correctement. On suivait le protocole. Marc lève une main. Le silence retombe instantané, comme si l'air lui-même obéissait. « Protocole ?» répète-t-il, un sourire sans chaleur aux lèvres. Arrodillard là dans la boue, c'est votre protocole, déchirer son uniforme crachère, sur son étoile, voler sa bague. Il pointe Jacques, qui recule les mains levées, comme pour se protéger. La foule s'agite, des cris fusent « voleur »,« salaud ». Jacques, paniqué, glisse la main vers sa poche, mais n'ose pas toucher la bague. La honte le cloue sur place. Amélie, toujours à genoux, ne dit rien. Son regard est fixé sur l'horizon, là où le soleil brûle la route. Le sang goutte de son front, tachant son uniforme déchiré. Ses poignets marqués par les menottes tremblent légèrement sous la douleur. Mais sa posture reste droite, fière, comme un étendard qui refuse de plier. Marc se tourne vers elle. Pour la première fois, il la regarde vraiment. Une lueur de respect presque imperceptible passe dans ses yeux. « Sergent Dubois, » dit-il, sa voix, adoucie mais ferme. « Vous êtes des nôtres. Levez-vous. » Amélie ne bouge pas immédiatement. Pas par faiblesse, par dignité. Elle baisse les yeux 1 seconde vers l'étoile souillée dans la boue, vers les morceaux de la photo de sa famille éparpillés. Puis lentement, elle se redresse. Ses genoux saignent, son épaule hurle de douleur, mais elle se tient droite comme un soldat aux gardes. Ah, vous face à l'ennemi. La foule murmure impressionnée. Des applaudissements timides éclatent vite, rejoints par d'autres plus forts.
Une voix crie « Bravo !» Pierre, acculé, tente de reprendre le contrôle. « Écoutez, capitaine, c'est un malentendu. Elle n'a pas coopéré, on devait vérifier. » Sa voix est stridente, presque hystérique. Jacques renchérit désespéré. « Ouais, elle aurait pu être armée. On protégeait la sécurité publique. » Marc pivote vers eux, son regard glacial les clouant sur place. « Sécurité publique ?» répète-t-il, chaque mot dégoulinant de mépris. « Vous avez poussé une infirmière militaire à terre. Vous avez craché sur son uniforme. Vous avez volé ses affaires. Et vous parlez de sécurité. » Il fait un pas vers Pierre, qui trébuche sur sa propre matraque, tombant à moitié dans la boue. La foule rit un rire amer, chargé de colère. Une voix masculine lance « Bien fait ». Marie, la vieille infirmière, se relève péniblement soutenue par un passant au regard compatissant. Son poignet est enflé, sa robe tachée de boue. Elle pointe un doigt tremblant vers Pierre. « J'ai soigné des soldats comme elle », dit-elle, la voix chevrotante, mais vibrante de fureur. « J'ai vu des hommes et des femmes mourir pour cette étoile que vous avez piétinée. Vous n'êtes pas des officiers. Vous êtes des lâches, des tyrans. » La foule explose. Des cris fusent. « Honte !»« Justice !» Pierre, rouge de colère, hurle « Taisez-vous, vieille folle !» Il fait un pas vers Marie, levant la main, comme pour la frapper. Un cri s'élève. La foule avance menaçante. Sophie, une soldate robuste aux cheveux courts, s'interpose. « Touche-la encore, et je te brise », gronde-t-elle. Ses yeux brillent de rage. Pierre recule intimidé. Jacques lui tente de s'éclipser discrètement, mais un autre soldat, un géant nommé Lucas, lui barre le chemin. « Pas si vite, voleur », grogne-t-il. Marc se tourne vers Amélie. « Parlez, sergente, dites-leur qui vous êtes. » Amélie prend une inspiration profonde. Le sang coule toujours sur son front, traçant une ligne rouge sur sa joue. Sa voix rauque mais claire s'élève comme un défi. « Je suis Amélie Dubois, sergente retraitée des marines. J'ai servi 3 missions en Irak, une en Afghanistan. J'ai sauvé des vies sous les tirs ennemis. Cette moto, je l'ai gagnée avec mon sang. Cette médaille, je l'ai méritée. Elle pointe l'étoile souillée dans la boue. Et vous l'avez jetée comme un déchet. Vous avez déchiré la photo de ma famille. Vous avez volé la bague de mon frère mort. » Sa voix tremble non de peur, mais d'une fureur si intense qu'elle fait vibrer l'air. La foule est silencieuse, captivée. La fillette, toujours dans les bras de sa mère, murmure « C'est une héroïne ». Les téléphones filment la vidéo, se répand comme une traînée de poudre. Pierre, acculé, tente une dernière défense. « Comment j'étais censé savoir? Elle n'a pas montré de preuves. » Il pointe Amélie comme si elle était la coupable. Jacques renchérit, pathétique. « Ouais, elle aurait pu mentir, on faisait notre boulot. » Marc éclate d'un rire sec sans joie. « Votre boulot ?» Il s'approche de Pierre, envahissant son espace. « Votre boulot, c'est de protéger, pas de détruire, pas d'humilier, pas de voler. » Il se tourne vers Jacques, qui recule trébuchant. « Rends la bague, maintenant. » Jacques, tremblant, sort la bague de sa poche. Il la jette au sol comme un ultime défi. La foule hurle « Voleur !» Sophie s'avance, ramasse la bague avec soin et la tend à Amélie. Leurs regards se croisent. Sophie murmure « Fallujah 2018. Vous m'avez sauvé. Je n'oublierai jamais. » Amélie hoche la tête, les yeux humides. Elle glisse la bague à son doigt, mais la blessure reste béante. Un flashback envahit l'esprit d'Amélie. Le désert. Une chaleur écrasante. Une explosion déchire l'air assourdissante. Ses camarades tombent, leurs cris noyés dans la fumée. Elle rampe, le sang coulant de son cou, une balle ayant frôlé sa jugulaire. Elle tire Sophie, alors jeune, recrue à l'abri d'un mur effondré. Les tirs ennemis sifflent. Amélie, à bout de force, continue, refusant d'abandonner. Elle revoit le visage terrifié de Sophie, ses yeux pleins de gratitude. Et maintenant cette humiliation. Ce mépris. Cette haine. Elle serre la bague, ses phalanges blanchissant sous la pression. La foule, sentant sa douleur, s'agite. Une voix crie « C'est une honte », une autre « Arrêtez-les ». Pierre, désespéré, tente une provocation finale. « Vous allez faire quoi, me virer ?» Il ricane, mais sa voix tremble, brisée. « J'ai des droits. Vous pouvez pas m'accuser comme ça. » Marc le fixe, impassible. « Oh, si je peux. » Il sort un appareil de sa poche. Un écran s'allume. Une vidéo. Les images des caméras routières claires, impitoyables.
Pierre poussant Amélie au sol. Jacques déchirant la photo de sa famille. Le crachat sur les toiles. La foule explose de rage. Salaud, justice. Pierre blêmit son visage devenant cireux. Jacques paniqué bredouille. C'est pas ce que vous croyez. Mais personne ne l'écoute. La vérité est là nue accablante. Marie s'avance à nouveau soutenue par le passant. Son poignet enflé pend à son côté, mais sa voix est un feu. Vous avez frappé une héroïne. Vous avez humilié une femme qui a tout donné pour ce pays. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des monstres. La foule applaudit un tonnerre de colère. Pierre rouge de honte baisse les yeux. Jacques tente de s'éclipser, mais Lucas le soldat géant le rattrape d'une main ferme. « Où tu vas, voleur ?» Jacques trébuche pathétique, son arrogance envolée. La foule rit, mais la rage domine. Une femme dans la foule crie « Qu'il paye !» Un homme renchérit. À la prison, Marc lève la main. Le silence revient lourd expectant. Officier Lefebvre et Morel, vous êtes relevés de vos fonctions. Une enquête formelle est ouverte. Il fait un signe. 2 soldats s'avancent menaçants. Pierre hurle « Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits !» Marc le coupe sa voix comme un couperet. « Vos droits s'arrêtent là où commence l'injustice. » Il se tourne vers Amélie. « Sergente, vous êtes libre. » Sophie s'approche une clé à la main. Avec une douceur infinie, elle ôte les menottes d'Amélie. Les marques rouges sur ses poignets sont visibles crues comme des cicatrices fraîches. Amélie frotte ses bras, respirant profondément. La foule applaudit un grondement de soutien, mais la tension reste palpable. Amélie s'avance vers sa Harley, toujours à terre blessée comme elle. Elle ramasse l'étoile souillée. Elle l'essuie avec soin comme un trésor sacré. Puis elle se tourne vers Pierre. « Vous ne savez pas ce que c'est, » dit-elle montrant l'étoile. « Vous ne saurez jamais ce que ça signifie. » Sa voix est un mélange de douleur et de défi, chaque mot chargé d'une fureur contenue. Pierre ne répond pas. Il baisse les yeux vaincus, écrasés par le poids de sa honte. Jacques lui tente une dernière bravade. Tout ça, c'est sa faute. Elle a provoqué, elle voulait qu'on la remarque. La foule explose. Menteur, salaud. Une bouteille en plastique vole frôlant la tête de Jacques. Il recule terrifié, cherchant refuge derrière Pierre. Marc s'avance vers Jacques. Tu accuses une héroïne pour sauver ta peau. Sa voix est basse, mais chaque mot est une lame. Rends la photo. Jacques, tremblant, ramasse les morceaux déchirés de la photo d'Amélie. Il les tend maladroit, les mains tremblantes. Amélie les prend ses doigts, effleurant les visages de sa mère, de son frère. Une larme discrète coule sur sa joue. Elle l'essuie vite. La foule émue murmure. Une voix crie « Respectez-la !» Marc se tourne vers Pierre. « Levez la moto !» Pierre hésite humilié. Jacques ricane nerveusement. « Sérieux, on va pas toucher à son jouet. » Sophie s'avance menaçante. « Faites-le, ou je vous y force. » Les 2 hommes, sous les regards brûlants de la foule, et des soldats s'exécutent. Ils soulèvent la Harley maladroitement, le métal, grinçant sous leurs mains. Le réservoir rayé brille sous le soleil accusateur. Le rétroviseur pend brisé comme un symbole de leur arrogance fracassée. Amélie s'approche de sa moto. Elle caresse le métal comme on console un camarade blessé. Ses doigts suivent les rayures, chaque entaille une nouvelle cicatrice. La foule murmure, émue par sa dignité. Marie, toujours debout, malgré la douleur, s'avance une dernière fois. « Vous n'êtes pas digne de votre badge ?» dit-elle à Pierre, sa voix tremblante de rage. « J'ai vu des héros comme elle risquer leur vie pour des gens comme vous. Et vous, vous la traitez comme une criminelle. » La foule applaudit un tonnerre de colère et de soutien. Pierre, rouge de honte, ne répond pas. Jacques, acculé, marmonne. « On faisait notre boulot. » Mais sa voix se perd dans les cris de la foule. « Justice, honte !» Marc lève les yeux vers l'horizon. Sergente Dubois donnait l'ordre. Amélie, debout, essuie le sang de son front. Elle regarde Pierre, puis Jacques. « Emmenez-les, » dit-elle, la voix basse mais tranchante comme une lame. « Et assurez-vous qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. » Les soldats s'avancent. Pierre hurle. « Vous pouvez pas, j'ai des contacts, je vais vous faire virer. » Mais ses cris se noient dans le mépris de la foule. Jacques lui s'effondre pleurnichant. « C'était pas mon idée. » Sophie le toise dégoûtée. « Pathétique. » Les soldats les saisissent les menottes, cliquent sur leurs poignets. La foule applaudit un rugissement de triomphe. Amélie ramasse les derniers morceaux de la photo.
elle les serre contre son cœur. Puis elle se tourne vers sa Harley. Avec une force silencieuse, elle la redresse seule, ignorant la douleur dans son épaule. Le moteur gronde blessé, mais vivant. Elle monte ajustant son casque. Marc la regarde, un léger sourire au coin des lèvres. « Vous êtes une légende, sergente. » Amélie hoche la tête, sans un mot. La foule s'écarte, formant une haie d'honneur. Les téléphones filment toujours, immortalisant ce moment où l'injustice plie face à la vérité. Les Humvees démarrent, emmenant Pierre et Jacques vers leur destin. Amélie, elle fixe l'horizon. La route l'attend. La justice a parlé, mais la bataille n'est pas finie. Le rugissement de la Harley d'Amélie Dubois s'évanouit dans l'horizon, un écho de liberté qui résonne sur la route déserte. Les Humvees, leurs moteurs grondants, emportent Pierre Lefebvre et Jacques Morel, leurs menottes scintillant sous un soleil impitoyable. La foule se disperse lentement, mais les murmures persistent, chargés d'une colère brute et d'un espoir fragile. Les vidéos de l'incident, capturées par des dizaines de téléphones, se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, chaque image un cri d'indignation. L'injustice a été exposée nue devant le monde. Mais le combat n'est pas terminé. Pierre et Jacques, humiliés, croient encore pouvoir échapper aux conséquences, se raccrochant à des illusions de pouvoir. Ils se trompent gravement. Amélie, elle porte ses cicatrices, physiques et morales, avec une dignité qui transcende la douleur. La rage bouillonne toujours dans son cœur, dans celui des témoins et dans le vôtre, spectateur. Cette histoire n'est pas qu'un récit. C'est un appel à la révolte contre l'oppression, un hurlement pour la justice. Likez cette histoire et commentez « Justice pour Amélie ». Pour montrer que l'injustice ne passera jamais, la station de police de Redstone est un tombeau de silence. Dans la salle de repos, Pierre Lefebvre est assis seul, un gobelet de café froid entre ses mains tremblantes. Son uniforme, autrefois symbole d'autorité, est froissé, taché de sueur et de honte. Sa plaque, toujours épinglée à sa poitrine, semble l'étouffer, un poids insupportable. Les collègues passent sans un regard, leurs murmures tranchants comme des lames. Lâche, raciste, déshonneur. Pierre fixe le mur, les mâchoires serrées, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il revoit la scène encore, et encore, comme un cauchemar sans fin. Amélie à genoux, le sang gouttant sur son front. La foule en colère, leurs cris perçant ses tympans. Les Humvees imposants, surgissant comme des juges de l'enfer. Le regard de Marc Renaud, froid, implacable, le réduisant à néant. Il croyait dominer. Il croyait être intouchable. Maintenant, il n'est qu'un spectre, un homme brisé par sa propre arrogance. Jacques, de son côté, est cloîtré dans une salle d'interrogatoire. Sa voix tremblante s'échappe par la porte entr'ouverte, suppliant « C'était pas mon idée, Pierre m'a forcé, je suivais les ordres. » Pathétique. Pierre serre son gobelet, le plastique craquant sous ses doigts. La rage le consume, mais elle n'a plus de cible. Elle se retourne contre lui, un poison qui ronge son âme. Un officier entre un dossier épais sous le bras. Lefebvre Morel dans mon bureau. Maintenant, Pierre se lève, les jambes lourdes, comme du plomb. Jacques le rejoint, les yeux rougis, le visage défait, évitant son regard comme un chien battu. Ils entrent dans le bureau du capitaine Berger, un homme aux tempes grises et au visage sculpté par des années de discipline. Sur son bureau, un écran diffuse la vidéo de l'incident en boucle, chaque image une gifle. Pierre poussant Amélie au sol. Jacques déchirant la photo de sa famille. Le crachat sur l'étoile américaine, souillant un symbole sacré. Chaque geste est une accusation. Berger les fixe, son regard brûlant de mépris pur. « Vous avez déshonoré cette station », dit-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Vous avez humilié une héroïne, décoré une femme qui a risqué sa vie pour ce pays, pour des gens comme vous. Et pourquoi votre ego, votre haine, votre ignorance ?» Pierre ouvre la bouche, prêt à se défendre, mais Berger le coupe d'un geste sec. « Pas un mot. Vous n'avez plus le droit de parler. Vous avez assez sali cet uniforme. » Il pousse un document vers eux, une lettre officielle, scellée d'un tampon militaire doré. Suspension immédiate, sans solde. Enquête interne ouverte. Plainte déposée par le commandement militaire pour interférence abusive avec une vétérane décorée de haute distinction. Jacques blêmit ses mains, tremblant sur la table, ses doigts crispés, comme s'il cherchait à s'accrocher à un monde qui s'effondre. « Mais on suivait les ordres », bafouille-t-il, sa voix un couinement désespéré. Berger ricane un son sec et amer qui résonne dans la pièce. « Les ordres,
Vous avez craché sur son uniforme. Vous avez volé sa bague, un souvenir de son frère mort au combat. Vous avez poussé une infirmière de guerre à terre, fracturé son poignet. Vous appelez ça des ordres. Pierre, rouge de colère, explose. Elle aurait dû coopérer. Elle nous a provoqués. Elle voulait qu'on la remarque. Berger se lève, frappant le bureau du poing, faisant trembler les stylos. Elle vous a provoqué. Elle était seule désarmée, et vous l'avez mise à genoux dans la boue. Vous êtes des lâches. Des tyrans avec un badge. Des monstres. La honte brûle Pierre comme un fer rouge. Jacques lui s'effondre sur sa chaise, murmurant « Je veux un avocat, je veux un avocat !» comme une litanie désespérée. Dehors, la station bourdonne de rumeurs. Les collègues évitent Pierre et Jacques comme des pestiférés. Une jeune officier Claire passe devant eux, un dossier à la main. Elle s'arrête, les fixe, ses yeux brillants de colère. « Vous savez qu'elle a sauvé 6 soldats à Fallujah, dit-elle, la voix vibrante d'indignation. 6 vies. Elle a rampé sous les tirs ennemis blessés pour les tirer à l'abri. Et vous l'avez traitée comme une criminelle. Vous l'avez fait saigner. » Elle crache par terre, un geste de mépris si pur qu'il cloue Pierre au sol. Il serre les poings, mais n'ose rien dire. La vidéo, maintenant virale, a atteint des millions de vues. Les commentaires affluent un torrent de rage. Justice pour Amélie, honte à la police, licenciez-les. Une manifestation se forme devant la station, des pancartes brandissant le visage d'Amélie. Son uniforme déchiré, son regard d'acier. La foule scande « Pas d'injustice, pas d'impunité ». Des drapeaux américains flottent, un hommage silencieux à la vétérane bafouée. À 60 km au sud, dans une base militaire semi-active, nichée entre des collines arides, l'ambiance est radicalement différente. Amélie Dubois est assise dans une salle de repos, entourée d'une trentaine de jeunes soldats, leurs visages tournés vers elle comme des tournesols vers le soleil. Son uniforme est propre, repassé, mais les marques rouges sur ses poignets sont encore visibles, des stigmates de son calvaire. Son front porte une petite cicatrice, un souvenir de la pierre lancée par Jacques. Devant elle, une tasse de café fume intacte. Les soldats pendus à ses lèvres l'écoutent raconter, leurs yeux brillants d'admiration et de colère. « Il m'a dit, cette moto ne peut pas être à toi, » dit-elle, un sourire amer tordant ses lèvres. « Comme si je n'avais pas le droit d'exister. Comme si mon sang, mes sacrifices ne valaient rien. » Les soldats murmurent indignés. Un jeune Karim lève la main, sa voix tremblante. « Comment vous avez fait pour rester calme? J'aurais voulu les frapper. » Amélie soupire, ses doigts caressant la bague de son frère, un geste machinal qui apaise son cœur. « Je pensais à lui, à Julien, mon frère, à tous ceux qui ne sont pas revenus. Je ne pouvais pas leur donner la satisfaction de me briser. Ils voulaient me voir faible. Je leur ai montré ma force. » Marc Renaud, debout dans un coin, bras croisés, esquisse un sourire discret. « Sergente, vous êtes une inspiration, » dit-il, sa voix grave résonnant dans la salle. Amélie secoue la tête humble. « Je suis juste une femme qui veut rouler en paix, qui veut vivre sans qu'on lui crache dessus. » Les soldats rient, mais l'admiration est palpable, un courant électrique dans l'air. Sophie, la soldate, qui a ôté ses menottes sur la route, s'approche, un éclat dans les yeux. « Vous avez sauvé ma vie à Fallujah, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Et maintenant vous nous montrez ce que c'est le vrai courage. Pas celui des armes, mais celui du cœur. » Amélie pose une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de fraternité. La salle applaudit, un grondement chaleureux qui fait vibrer les murs. Dehors, la Harley d'Amélie, réparée par les mécaniciens de la base, brille sous le soleil. Le réservoir porte encore des rayures, des cicatrices comme celles de sa propriétaire, mais le nouveau rétroviseur reflète la lumière comme une promesse d'avenir. Un flashback envahit l'esprit d'Amélie. Le désert d'Irak, une chaleur suffocante. Une explosion déchire l'air assourdissante, soulevant un nuage de sable. Ses camarades tombent, leurs cris noyés dans la fumée âcre. Elle rampe, le sang coulant de son cou, une balle ayant frôlé sa jugulaire. Elle tire Sophie, alors jeune, recrue à l'abri d'un mur effondré. Les tirs ennemis sifflent, frôlant ses oreilles. Amélie, à bout de force, continue, refusant d'abandonner. Elle revoit le visage terrifié de Sophie, ses yeux pleins de gratitude. Puis un autre souvenir. Son frère Julien, riant lors d'une permission, lui offrant la bague gravée de son prénom. « Pour que tu te souviennes de moi », avait-il dit. Quelques mois plus tard, il tombait sous une embuscade. Amélie serre la bague, ses phalanges blanchissant. Ses souvenirs sont sa force,
mais aussi sa douleur. Et maintenant, cette humiliation, ce mépris, cette haine. Elle lève les yeux vers les soldats, leur regard la ramenant au présent. On continue, murmure-t-elle plus pour elle-même que pour eux. À Redstone, Pierre et Jacques affrontent un déluge de conséquences. Claire Dupont, une journaliste intrépide, publie un article explosif dans un grand quotidien national. Scandale à Redstone, une héroïne de guerre humiliée par des officiers racistes. La vidéo accompagne l'article visionné par des dizaines de millions. Les réseaux sociaux s'enflammant un raz-de-marée de colère. Des hashtags émergent, Justice pour Amélie, Stop l'injustice, Honte à Redstone. Une pétition pour le licenciement immédiat de Pierre et Jacques recueille 1 million de signatures en moins de 24 heures. Des manifestations éclatent dans tout le pays, des foules, brandissant des pancartes avec le visage d'Amélie, son étoile déchirée, son regard fier. Les télévisions diffusent des débats enflammés des experts condamnant l'abus de pouvoir. La pression est écrasante. Berger, dans son bureau, reçoit un appel du gouverneur en personne. « Réglez ce scandale », ordonne-t-il, la voix tendue. « Ou cette station deviendra un symbole de honte nationale. Et votre carrière avec. » Berger raccroche le visage blême. Il sait que Pierre et Jacques sont finis, mais il craint pour l'image de son département déjà terni par des années de controverses. Pierre, isolé dans la salle de repos, fixe son reflet dans une fenêtre crasseuse. Son visage est hagard, ses yeux, cernés par des nuits, sans sommeil. Il revoit Amélie, son regard d'acier le transperçant. Il revoit Marie l'infirmière, tombant sous sa poussée brutale. Il revoit la foule, leurs cris, leurs téléphones braqués comme des armes. Une pensée le hante obsédante, il a tout perdu. Son badge, sa réputation, son pouvoir. Il attrape son téléphone, ouvre les réseaux sociaux malgré lui. Les commentaires le submergeant, un torrent de haine, raciste, démission, pourriture, une vidéo parodique le montre en clown, crachant sur une étoile sous les rires d'une foule virtuelle. Il jette le téléphone qui se brise contre le mur avec un craquement sec. Un officier passe, ricane sans s'arrêter. « T'as fini ta crise, Lefebvre, t'as pas fini de payer. » Pierre ne répond pas. La honte le dévore, un feu qui consume ce qu'il reste de son orgueil. Jacques lui tente de sauver sa peau dans une salle d'interrogatoire. Face à un enquêteur au visage impassible, il pleurniche, les joues striées de larmes. « C'était Pierre. Il m'a forcé. Je voulais juste faire mon boulot. Je suis pas comme lui. » L'enquêteur, un vétéran aux cheveux poivre, et celle note chaque mot, son stylo grattant le papier comme une sentence. Et voler la bague, déchirer la photo de sa famille, pousser une vieille femme, c'était aussi Pierre. Jacques bafouille, pris au piège. J'ai paniqué, j'ai pas réfléchi. L'enquêteur pousse une photo vers lui. Amélie en uniforme, recevant sa médaille d'honneur devant un général. Son visage est fier, mais ses yeux portent les ombres de la guerre. Cette femme a sauvé des vies, dit l'enquêteur, la voix basse mais vibrante de colère. Vous avez sali son nom, vous avez brisé son honneur, et vous pleurez pour vous-même. Jacques s'effondre, sanglotant la tête dans les mains. Mais ses larmes ne convainquent personne. Dehors, la manifestation grossit, un grondement humain. Une pancarte proclame « Amélie, notre héroïne ». Une autre, Pierre et Jacques, en prison. Pierre reçoit un coup final. Une lettre arrive remise en main, propre, par un coursier militaire. Le papier est épais, scellé d'un tampon officiel. Il l'ouvre, les mains tremblantes. Les mots le frappent comme des balles. Licenciement effectif immédiat. Recommandation négative pour tout emploi dans les forces de l'ordre ou la sécurité. Interdiction d'exercer pendant 10 ans. En bas, une note manuscrite signée par Marc Renaud. Vous avez touché à l'une des nôtres. Vous payerez pour toujours. Pierre froisse la lettre, la jette au sol, mais les mots restent gravés dans son esprit. Il sort par la porte arrière de la station, évitant les caméras des journalistes qui campent devant. La foule le repère, malgré tout. Des cris fusent, lâches, racistes, justice. Une tomate vole, s'écrase sur son épaule, éclaboussant sa chemise. Une bouteille en plastique suit, heurtant son dos. Pierre accélère, tête baissée, fuyant comme un animal traqué. Il atteint une ruelle sombre, s'arrête, hors d'haleine. Il s'assoit sur un trottoir seul, le visage dans les mains. Son monde s'est écroulé. Il pense à Amélie, à son regard d'acier. Il sait qu'il ne l'oubliera jamais. Elle est devenue son fantôme, un miroir de sa propre chute. Jacques, désespéré, tente une ultime manœuvre.
Il contacte un avocat véreux, un homme au costume élimé et au sourire carnassier. « Je peux payer », promet Jacques, vidant ses économies. L'avocat hausse les épaules indifférent. « Avec la vidéo, les témoignages, les caméras routières, vous êtes fini. Peut être un boulot de gardien dans un centre commercial si vous avez de la chance. » Et encore, Jacques raccroche effondré. Il ouvre son téléphone, voit une photo de lui en uniforme souriant fièrement lors de sa remise de badge. Il la supprime les doigts tremblants, comme s'il effaçait son passé. Sa famille honteuse refuse de lui parler. Sa sœur lui a envoyé un message cinglant « Tu nous as déshonorés, ne nous contacte plus ». Ses amis se sont évaporés, leurs numéros bloqués, leurs messages sans réponse. Jacques est seul plus seul qu'il ne l'a jamais été, un paria dans une ville qui le rejette. Amélie, elle continue son chemin. Invitée à une cérémonie militaire dans une grande salle de la base, elle entre sous un tonnerre d'applaudissements. Des officiers, des soldats, des vétérans, tous se lèvent, leurs visages empreints de respect. Marc Renaud la présente, sa voix, résonnant comme un clairon, sergente Amélie Dubois, héroïne de Fallujah, survivante de l'injustice, symbole de résilience. Amélie, mal à l'aise sous les regards, prend la parole, son micro captant chaque mot. « Je ne veux pas de pitié, dit-elle, la voix ferme mais vibrante d'émotion. Je veux qu'on se souvienne, chaque vétéran mérite le respect. Chaque personne mérite la justice. Ce n'est pas pour moi que je me bats. C'est pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui sont tombés, pour mon frère. » Elle lève la bague de Julien, un éclat d'argent sous les projecteurs. La salle explose en applaudissements, un grondement qui fait trembler les murs. Sophie, au premier rang, essuie une larme. Karim, le jeune soldat, murmure à son voisin « Elle est incroyable, une légende ». Claire Dupont, la journaliste, est présente, son carnet rempli de notes. Son prochain article racontera l'histoire d'Amélie, de sa résilience face à l'adversité. Elle interviewe Marie, l'infirmière, qui parle d'une voix tremblante mais forte. « Cette femme m'a rappelé pourquoi j'ai servi. Elle est un phare dans l'obscurité, un symbole de ce que nous devons défendre. » Claire publie l'article le soir même, accompagnée d'une nouvelle vidéo, Amélie montant sa Harley réparée, saluée par une haie d'honneur de soldats. L'article devient viral, partagé par des millions, amplifiant la pression sur Redstone. Le gouverneur, acculé, annonce une réforme des protocoles policiers, citant l'affaire Dubois comme un catalyseur urgent. Des formations obligatoires sur le respect des vétérans sont instaurées. Pierre et Jacques, eux, sont oubliés des footnotes dans une histoire bien plus grande, celle d'une femme qui a transformé la douleur en triomphe. Mais Pierre ne s'avoue pas vaincu. Dans un accès de rage aveugle, il localise Amélie. Il la trouve dans un dîner isolé, près de la base militaire. Elle est seule, buvant un café, sa Harley, garée dehors, rutilante sous les néons. Pierre, entre les yeux injectés de sang, le visage tordu par la haine. « C'est ta faute », grogne-t-il, attirant les regards des clients. « Tu as ruiné ma vie, ma carrière, ma famille, tout. » Amélie le fixe calme, mais ses doigts serrent sa tasse, les jointures blanchissant. « Tu as ruiné ta vie tout seul, » dit-elle, sa voix basse mais tranchante. « Tu as choisi de me mettre à genoux. Tu as choisi de cracher sur mon étoile. Tu as choisi la haine. » Pierre frappe la table, renversant la tasse. Le café se répand, brûlant sa main. Il hurle. « Tu crois que t'es une héroïne. T'es rien, rien qu'une. » Il s'arrête, incapable de finir, sous le regard d'Amélie, un regard qui le réduit en cendres. Un serveur, un homme costaud, s'approche. « Sortez, ou j'appelle la police. » L'ironie est cuisante. Pierre ricane, un son brisé, mais il sort tremblant de rage impuissante. Dehors, il voit la Harley, son réservoir rayé mais fier. Il lève le poing, prêt à frapper, à détruire ce symbole de sa défaite. Mais il s'arrête. Le reflet d'Amélie dans la vitre du dîner le fige. Elle le regarde immobile, une statue de dignité. Il baisse la main vaincu et s'éloigne, avalé par la nuit. Des semaines plus tard, Pierre est à une gare routière, déserte, un sac usé à ses pieds. Il porte une chemise froissée, des chaussures, éculé son visage, celui d'un homme brisé par ses propres choix. Il attend un bus destination inconnue, un exil forcé. Son téléphone est éteint, sa batterie morte depuis des jours. Plus d'amis. Plus de famille, plus de futur. Il ramasse un journal abandonné sur un banc. Un titre en gros caractères, « Amélie Dubois, héroïne de guerre, inspire une nation ». Une photo la montre sur sa Harley, un sourire discret, aux lèvres salué par une foule. Pierre fixe l'image, ses doigts froissant le papier.
Une Harley passe dans la rue, son moteur rugissant comme un cri de triomphe. Il sursaute, le cœur battant. C'est elle. Casquée libre, elle ne le voit pas. Elle ne s'arrête pas. La moto disparaît au coin de la rue, un éclair noir et argenté. Pierre reste là seul, sous un soleil brûlant, le journal glissant de ses mains. La justice l'a rattrapé, et elle ne pardonne pas. Jacques, lui, est un fantôme dans sa propre vie. Il vit dans un motel miteux, payant avec les derniers billets de ses économies. Il évite les miroirs, incapable de supporter son reflet. Un soir, il allume la télévision. Un reportage sur Amélie, invitée à une émission nationale. Elle parle posée, sa voix portant une force tranquille. « Ce n'est pas ma victoire, dit-elle. C'est celle de tous ceux qui se battent contre l'injustice, de tous ceux qui refusent de plier. » La présentatrice, émue, lui tend un cadre, une réplique de l'étoile déchirée, restaurée, montée sur un socle d'honneur. Amélie la prend, ses doigts tremblant légèrement. La salle applaudit, un tonnerre d'admiration. Jacques éteint la télévision, le silence l'engloutissant. Il sort, marche sans but dans la nuit. Une affiche collée sur un mur montre Amélie, son regard fier avec le slogan « Justice pour tous ». Jacques détourne les yeux, mais l'image le hante. Il sait qu'il ne pourra jamais fuir. Amélie, elle roule. La route s'étend devant elle, infini, un ruban d'asphalte sous un ciel sans fin. Sa Harley vibre chaque tour de roue, un défi, au passé un pas vers l'avenir. Elle porte son uniforme, l'étoile recousue avec soin, la bague de Julien brillant à son doigt. Elle ne regarde pas en arrière. Elle n'a pas besoin. La justice implacable a parlé. Et elle, Amélie Dubois, est toujours debout. L'histoire d'Amélie Dubois, telle qu'elle est racontée dans cette trilogie poignante, est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de rédemption. C'est un miroir tendu à notre société, un cri vibrant contre l'oppression et une source d'inspiration pour chacun de nous. En tant que Français attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cette histoire résonne profondément avec notre culture et nos idéaux. Elle nous pousse à réfléchir sur nos responsabilités individuelles et collectives, sur la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent et sur le courage qu'il faut pour se lever face à l'injustice. À travers l'épreuve d'Amélie, son calvaire et son triomphe, nous puisons des leçons essentielles applicables à notre quotidien qui nous appellent à agir avec dignité, respect et détermination. Amélie Dubois incarne une résilience qui transcende la douleur physique et morale. Mise à genoux, insultée, dépouillée de ses symboles d'honneur, elle refuse de plier. Sa force ne réside pas dans une rébellion violente, mais dans une dignité silencieuse, un regard d'acier qui défie l'oppression. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, cette résilience résonne comme un écho. Elle nous rappelle que face à l'adversité, la véritable victoire est de rester fidèle à soi-même. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments d'injustice. Être pas aussi dramatique, mais tout aussi réel. Un collègue qui nous rabaisse, une discrimination, subtile, un jugement hâtif. La leçon d'Amélie est claire, ne pas céder à la colère destructrice, mais puiser dans notre dignité pour avancer. Appliquons cela au quotidien. Face à une critique injuste, gardons la tête haute. Face à une injustice, cherchons la justice avec calme et détermination. Pierre Lefebvre et Jacques Morel, par leurs actes, illustrent le danger de l'abus de pouvoir et de l'ignorance. Leur comportement motivé par le préjugé et l'arrogance montre comment une seule action peut détruire des vies, la leur incluse. En France, où l'égalité est un pilier républicain, leur attitude est une trahison de ces valeurs. Ils nous rappellent que chaque décision, chaque mot, chaque geste compte. Dans nos interactions quotidiennes, nous avons tous un pouvoir, celui de respecter ou de blesser, d'élever ou de rabaisser. Que ce soit dans une salle de classe, un bureau, ou une simple conversation, nous devons nous demander: mes actions reflètent-elles la justice? Suis-je en train de juger, sans savoir? Appliquons cette leçon en étant plus attentifs, en écoutant avant de parler et en reconnaissant la valeur de chaque individu, quelle que soit son apparence ou son parcours. L'arrivée des Humvees menée par Marc Renault et le soutien de la foule montrent le pouvoir de la communauté. Sans les soldats, sans les passants qui ont filmé, sans Marie, l'infirmière, ou Claire, la journaliste, l'histoire d'Amélie aurait pu rester dans l'ombre. En France, la solidarité est une valeur chérie incarnée par des mouvements comme les manifestations pour les droits ou les actions collectives pour la justice sociale. Cette histoire nous enseigne que l'injustice prospère dans le silence, mais s'effondre face à l'union. Dans nos vies,
Nous pouvons appliquer cela en refusant de rester spectateurs. Voyez-vous une injustice au travail dans la rue, ou même en ligne, parlez, agissez, soutenez. Un simple geste. Signaler un abus, partager une histoire, défendre une victime, peut changer le cours des choses. Soyons des Marc, des Sophie, des Claire, qui amplifient les voix des opprimés. Amélie face à Pierre dans le dîner choisit de répondre avec calme, refusant de céder à la haine. Pourtant, elle ne pardonne pas pour absoudre, mais pour se libérer. En France où la mémoire historique est vive, des cicatrices de la guerre aux luttes pour les droits civils, cette attitude nous parle. Pardonner ne signifie pas effacer, mais reprendre le contrôle de son récit. Dans nos vies, nous croisons tous des Pierre et des Jacques, des gens qui nous blessent par ignorance ou méchanceté. La leçon d'Amélie est de ne pas laisser leur poison nous définir. Appliquons cela en apprenant à lâcher prise sur la rancune tout en tenant ferme sur nos principes. Confrontons l'injustice, mais ne laissons pas la haine nous consumer. Comme Amélie, roulons vers l'horizon libre. L'histoire met en lumière les failles des institutions incarnées par la station de Redstone. Pierre et Jacques ne sont pas seuls coupables. Le système qui leur a permis d'agir sans contrôle immédiat porte aussi une responsabilité. En France, où les institutions publiques sont scrutées, cette leçon est cruciale. Les abus de pouvoir prospèrent quand les checks and balances sont faibles. Appliquons cela en exigeant la transparence et la responsabilité dans nos institutions, écoles, entreprises, administrations. Si vous êtes en position d'autorité, soyez un Marc Renault qui protège et élève, pas un Pierre qui opprime. Si vous êtes citoyen, usez de votre voix, votez, manifestez, pétitionnez. L'histoire d'Amélie nous rappelle que les institutions doivent servir, pas écraser. Les jeunes soldats comme Karim qui écoutent Amélie avec admiration montrent l'impact d'un modèle positif. En France, où l'éducation et la transmission des valeurs sont centrales, Amélie devient un phare pour la jeunesse. Elle enseigne que l'honneur ne vient pas des médailles, mais des choix quotidiens. Pour les jeunes d'aujourd'hui confrontés à la pression des réseaux sociaux et aux injustices systémiques, cette leçon est vitale. Soyez des Amélie, tenez bon face au jugement, défendez vos valeurs et inspirez ceux qui vous entourent. Appliquons cela en mentorant, en partageant des histoires positives, en encourageant les jeunes à se lever pour ce qui est juste. Claire Dupont, la journaliste, joue un rôle clé en amplifiant l'histoire d'Amélie. Dans une société française où la liberté de la presse est sacrée, son action rappelle le pouvoir des médias pour révéler la vérité et catalyser le changement. Les vidéos virales, les articles, les hashtags, tout cela donne une voix aux sans-voix. Appliquons cela en utilisant les réseaux sociaux avec responsabilité, partageons des histoires qui comptent, dénonçons les injustices, soutenons les causes justes. Un simple clic, un partage, un commentaire peut faire la différence. Comme Claire, soyons des porte-voix pour ceux qui sont réduits au silence. Concrètement, comment intégrer ces leçons dans nos vies? D'abord, pratiquons l'empathie. Avant de juger, demandons-nous quel est le parcours de l'autre. Ensuite, agissons face à une injustice, même petite, prenons position, que ce soit en défendant un collègue ou en signalant un abus. Enfin, cultivons la résilience face aux épreuves, inspirons-nous d'Amélie pour rester droits, dignes, indomptables. En France, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » guide notre identité, ces actions sont un hommage à nos valeurs. Chaque jour, nous pouvons choisir d'être des héros ordinaires, des gardiens de la justice, des bâtisseurs d'un monde plus équitable. L'histoire d'Amélie Dubois n'est pas seulement celle d'une femme face à l'injustice. C'est un appel à chacun de nous pour refuser l'indifférence, pour combattre la haine, pour défendre l'honneur. Elle nous rappelle que la justice n'est pas un don mais une conquête. Alors agissez, likez cette vidéo pour montrer votre soutien à Amélie et à tous ceux qui luttent contre l'injustice, partagez-la pour que son histoire inspire le monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune histoire de courage et de vérité. Et laissez un commentaire « Justice pour Amélie » pour rejoindre ce mouvement. Ensemble, faisons résonner la voix de la justice, de la liberté et de la fraternité